Ceci est un livre audio autogénéré par Google. François Grosjean, Université de Neuchâtel, Suisse. La personne biculturelle, un premier aperçu. Résumé. Malgré les progrès accomplis par les sciences sociales dans l'étude des minorités culturelles et linguistiques, le domaine du biculturalisme a fait l'objet de nettement moins de recherches. Cela est vrai de la surdité où plusieurs ouvrages s'intéressent à la culture sourde et l'étudient de près, sans toutefois vraiment évoquer le biculturalisme. Or, les personnes sourdes ne vivent pas uniquement dans leur monde. Elles participent à des degrés divers à la vie de deux mondes, celui des sourds et celui des entendants. Elles sont donc biculturelles. Dans cet article, je présenterai tout d'abord ce qu'est le biculturalisme. Je continuerai en décrivant le biculturalisme des personnes sourdes, et je terminerai en proposant des mesures à prendre pour que davantage de sourds deviennent biculturels et s'identifient aux deux cultures. Les sciences sociales ont fait de grands progrès dans l'étude des minorités culturelles et linguistiques ces dernières années, ainsi que dans l'analyse du phénomène d'acculturation. Cependant, le domaine du biculturalisme a fait l'objet de nettement moins de recherches. Cela est vrai dans le domaine de la surdité où plusieurs ouvrages s'intéressent à la culture sourde et l'étudient de près, voir par exemple l'ouvrage de Padden et Humphries 1988 sur les sourds aux États-Unis, celui de Delaporte 2002 sur les sourds en France et celui de Ladd 2004 concernant la culture sourde en Angleterre. Pourtant, les personnes sourdes ne vivent pas uniquement dans leur monde. Elles participent à des degrés divers à la vie de deux mondes, celui des sourds et celui des entendants. Elles sont donc biculturelles. Or, ce thème est à peine abordé dans les ouvrages cités plus haut. Dans ce court article, je présenterai tout d'abord quelques réflexions sur le biculturalisme, réflexions basées en grande partie sur un travail paru il y a quelques années déjà, Grosjean 1983. Je continuerai en évoquant le biculturalisme des personnes sourdes, et pour illustrer mes propos, je ferai appel à une petite enquête menée en Suisse dans le monde des sourds. Je terminerai en proposant quelques mesures qu'il faudrait prendre pour que plus de sourds deviennent biculturels, et qu'ils choisissent ensuite de s'identifier aux deux cultures, même si, chez certains, on notera une préférence pour l'une des deux. 1. Quelques réflexions sur le biculturalisme. 1.1. Le monoculturalisme existe-t-il ? Lorsque l'on s'invite dans le domaine de l'ethnologie, on est frappé par le désaccord qui règne entre chercheurs à propos de la notion même de culture, désaccord aussi grand que celui qui existe autour de la notion de langue en linguistique. Différentes écoles de pensée mettent l'accent sur différents facteurs dans leur définition de la culture, facteurs tels que le comportement des individus, leur connaissance culturelle, connaissance des règles sous-tendant le comportement, les coutumes, les activités, les attitudes, leur identité culturelle, l'organisation de leurs réseaux sociaux, socio-économiques, géographiques, etc. Le non-spécialiste en conclut très vite qu'il y a plusieurs manières de définir le terme culture, et qu'il devra choisir une définition qui lui est propre. Dans notre perspective, nous considérons tous les aspects de la vie d'un groupe comme faisant partie de la culture de ce groupe. Organisation sociale et politique, règles, comportements, attitudes, croyances, valeurs, habitudes, traditions, art, etc. En ce faisant, nous ne nous éloignons guère de la définition d'autres chercheurs tels que Virol 2000, qui évoquent l'ensemble des règles, des codes de conduite et des valeurs idéologiques qui fondent une société, ou de Delaporte 2002, qui met l'accent sur l'ensemble de savoirs, de représentations, de symboles, de pratiques et de rituels se transmettant de génération en génération. Mais ceci ne résout pas complètement le problème, car il faut maintenant se demander, la culture de qui ? Est-ce celle d'un pays, d'une région, d'une classe sociale, d'un groupe d'âge, d'un groupe social, d'un groupe économique ? Nous acceptons avec beaucoup d'autres que tout individu appartient à une série de réseaux culturels, sous-groupes, sous-cultures, qui se chevauchent plus ou moins, partagent certains aspects, certaines règles, et qui se regroupent en réseaux plus étendus, qui eux-mêmes se regroupent en réseaux encore plus étendus, et ainsi de suite. À chaque niveau, ils s'identifient avec le réseau en question et adoptent les traits culturels de celui-ci. Si ce phénomène reflète en partie la réalité, alors tout individu est en quelque sorte multiculturel, même s'il n'est jamais entré en contact avec une autre culture majeure ou nationale, comme est bi ou multilingue le locuteur dit monolingue qui change et ou mélange les niveaux de langue, de style,
de lecte, selon la situation, le locuteur, le sujet et le but recherché dans la communication. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi est-il possible d'appartenir à plusieurs réseaux culturels à l'intérieur d'une même culture, majeure ou nationale? Et pourquoi l'est-il moins lorsqu'un individu se réclame de deux ou plusieurs cultures majeures ou nationales, cheminot et père de famille, oui, socialiste et catholique, oui, breton et parisien, oui encore, mais anglais et français, ou indien et pakistanais? Cela est déjà moins acceptable. La réponse à cette énigme devra certainement être trouvée parmi des facteurs tels que l'hégémonie d'une nation, la politique nationale de celle-ci, l'ethnocentrisme qui en découle, les notions de loyauté nationale et régionale, etc. Ces facteurs feront que certains réseaux culturels seront considérés comme complémentaires, tandis que d'autres seront concurrents. 1.2. Comment caractériser la personne biculturelle? Afin de nous faciliter la tâche, nous évoquerons avant tout la personne qui appartient à deux cultures majeures, tout en se rappelant que nous appartenons tous à de nombreux réseaux culturels. Ceci nous permettra de mieux isoler les caractéristiques du biculturalisme, comme il est plus aisé d'étudier les caractéristiques du bilinguisme chez une personne qui possède deux langues bien distinctes. Nous pourrons ensuite mieux étudier d'autres cas de biculturalisme, tels ceux issus de contacts de réseaux mineurs ou des cas de triculturalisme. En guise de définition de la personne biculturelle, nous proposons de la caractériser par trois traits ou éléments distinctifs. Elle participe, au moins en partie, à la vie de deux cultures, deux mondes, deux réseaux culturels majeurs, et ceci de manière régulière. C'est le cas, par exemple, du jeune chinois qui vit en France et qui participe à la fois à la vie de la communauté chinoise de France et à celle de la culture majoritaire. Elle s'est adaptée, partiellement ou de façon plus étendue, son comportement, ses habitudes, son langage, s'il y a lieu, à un environnement culturel donné. Il y a ici un aspect dynamique, où le biculturel choisit sa façon d'être selon la culture dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Dans le cas de notre jeune chinois, cela voudrait dire choisir la langue appropriée ainsi que le comportement adéquat, selon qu'il est avec d'autres Chinois ou des membres de la majorité francophone. Enfin, elle combine et synthétise des traits de chacune des deux cultures. Certains traits, attitudes, croyances, valeurs, comportements, etc., proviennent de l'une ou l'autre culture, c'est la partie combinaison, tandis que d'autres n'appartiennent plus ni à l'une ni à l'autre, mais en sont une synthèse. C'est cet aspect de synthèse qui rend l'être biculturel unique et spécifique. Nous pouvons illustrer cela de la manière suivante. Nous observons donc chez la personne biculturelle un côté encore adaptable et contrôlable, comportement approprié selon la situation, le contexte, etc., et un aspect plus figé. Ici, les éléments de cette synthèse, barre noire horizontale dans le schéma, sont toujours présents et ne peuvent donc plus être adaptés à des situations données. La grande différence avec le bilinguisme est que le bilingue peut, quand il le faut, se comporter exclusivement, ou presque, en monolingue, même si sa maîtrise de l'une des langues est loin d'être parfaite, alors qu'il sera beaucoup plus difficile ou impossible pour une personne biculturelle de dissocier totalement les deux cultures qu'elle porte en elle. Certains aspects resteront sous forme de synthèse, attitudes et valeurs, expressions corporelles, comportements, goûts vestimentaires, etc., même lorsque la situation requiert que la personne se comporte de manière monoculturelle. Je mentionnerai encore quelques traits qui, à première vue, pourraient entrer dans une définition de la personne biculturelle. Mais ils sont discutables, et nous ne les inclurons donc pas dans notre définition. Un premier trait touche à l'identité culturelle. Pour certains, être biculturel signifie passer par une identification quasi totale avec les deux cultures en question. Mais comme nous le verrons ci-dessous, de nombreux biculturels en fait ne s'identifient qu'avec une seule des deux cultures ou même avec aucune d'elles, tout en étant biculturels. Un deuxième trait proposé par certains est l'acceptation par le biculturel de son propre biculturalisme. Mais en fait, on rencontre de nombreux biculturels qui ne reconnaissent pas et ou n'acceptent pas leur biculturalisme. Notons que le même phénomène existe au niveau du bilinguisme, où l'individu reconnaît utiliser deux langues dans la vie de tous les jours, mais n'accepte pas d'être catégorisé comme bilingue. Un troisième trait concerne la manière dont la personne est devenue biculturelle. D'aucuns pensent qu'il faut avoir grandi dans deux cultures pour devenir un vrai biculturel, alors qu'en fait ce n'est pas l'unique façon de le devenir.
Ce trait est lié à un quatrième qui est celui du degré de connaissance des deux cultures. Certains voudraient que le vrai biculturel connaisse complètement les deux cultures en question. Mais le besoin de participer à certains aspects d'une culture seulement, et pas à d'autres, fera que la personne biculturelle développera une compétence culturelle spécifique à ses besoins et non pas une compétence globale. Dans ce cas, le vrai biculturel est aussi rare que le vrai bilingue. La plupart auront une dominance culturelle, à savoir que leur vie se passera davantage dans une culture que dans l'autre. Ce point sera important lorsque l'on étudiera le biculturalisme des sourds qui, eux aussi, ont souvent une dominance culturelle. Parmi d'autres facteurs proposés, nous trouvons le fait de se sentir à l'aise dans les deux cultures, ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Le fait d'être reconnu comme biculturel, c'est encore moins souvent le cas, d'être accepté par les deux cultures en question, etc. Mais tous ces traits posent problème, et nous ne les inclurons donc pas dans la définition du biculturalisme. Un certain nombre de points concernant le biculturalisme méritent notre attention. Devenir biculturel. Une personne devient biculturelle parce qu'elle est mise en contact avec deux cultures et doit vivre, au moins en partie, dans ces deux cultures. Ceci peut avoir lieu dès l'enfance. L'enfant naît dans une famille qui est déjà biculturelle ou a des contacts quotidiens avec les deux cultures, et peut continuer tout au long de la vie. Nous trouvons ainsi le cas d'enfants d'une minorité culturelle qui abordent la deuxième culture en entrant à l'école, le cas d'adolescents et d'étudiants qui sont obligés de poursuivre leur éducation au sein d'une deuxième culture, le cas d'adultes qui émigrent pour des raisons économiques, politiques, religieuses, le cas de migrants de la deuxième ou troisième génération qui redécouvrent leur culture d'origine à l'âge adulte, etc. Une ethnopsychologie du biculturalisme devra un jour spécifier les opérations cognitives et sociales du devenir biculturel et expliquer ce en quoi celles-ci changent selon les caractéristiques des individus, âge, origine sociale et culturelle, etc., et les causes du contact, migration, scolarité, etc. Dominance culturelle. Il est assez rare que les deux cultures aient exactement la même importance chez la personne biculturelle. L'une d'elles joue souvent un rôle plus conséquent. On parle alors de dominance culturelle, dans le même sens que l'on évoque la dominance linguistique chez les bilingues. Cette dominance peut être illustrée de la manière suivante. Dominance de la culture A. Dominance de la culture B. Lorsqu'une personne participe à la vie de trois cultures, elle est donc triculturelle, on retrouve souvent la dominance d'une culture par rapport aux deux autres. Voici deux exemples de possibilités. L'importance des cultures et des cultures est dans l'ordre A, B, C. L'importance des cultures est dans l'ordre A, C, B. Biculturalisme et bilinguisme. Examinons la relation, ou l'absence de relation, entre bilinguisme et biculturalisme. Une personne biculturelle n'est pas forcément bilingue, et une personne bilingue ne vit pas forcément dans deux cultures. L'Égyptien qui utilise l'arabe dialectal et l'arabe classique n'est pas pour autant biculturel. De même que le Kényan trilingue, langue locale, swahili, anglais, n'est que rarement bi- ou triculturel. Et à l'inverse, le français de religion juive qui s'identifie et participe à la vie de la culture française et de la culture juive n'est pas toujours bilingue, de même que ne le sont pas, ou plus, de nombreux Basques qui continuent néanmoins à participer au réseau culturel basque et français. Les cultures différentes peuvent très bien avoir une langue commune sans pour autant avoir la même culture, voire l'Irlande, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, et le biculturalisme ne s'accompagne donc pas forcément d'un bilinguisme, contrairement à ce que pensent certains. Cela dit, un modèle du comportement bilingue peut être adapté au biculturel afin de mieux comprendre ce dernier. Selon ce modèle, le biculturel choisirait en partie ses comportements, idées, décisions, en fonction de la situation, monoculturelle ou biculturelle. Dans le premier cas, une situation monoculturelle, il tente de se comporter en monoculturel et essaye de désactiver son autre côté culturel, sans pouvoir y réussir totalement cependant, et ceci à cause de l'aspect de synthèse des cultures. Dans le deuxième cas, situation où il se trouve avec d'autres biculturels, il adopte un comportement de base, celui de l'une ou l'autre culture, et incorpore selon le moment des traits de l'autre culture. Il fait en quelque sorte du code switching et de l'emprunt au niveau des traits et comportements culturels.
Ce modèle peut rendre compte du comportement du biculturel selon les situations dans lesquelles il se trouve, mais jusqu'à un certain point seulement, car comme nous l'avons dit précédemment, il y a dans chaque biculturel une entité homogène qui ne peut être désactivée ou alternée. C'est pourquoi il serait utile de pousser ce modèle jusqu'à ses limites, afin de constater s'il rend compte du biculturel en contexte. Participation aux deux cultures. Terminons avec 2 cas de biculturalisme. Le premier concerne le biculturel qui, pour des raisons de migration par exemple, ne participe plus à la vie d'une des cultures. Est-il toujours biculturel ? Notons que la même question se pose pour le bilingue qui n'utilise plus une de ces 2 langues. À notre avis, cette personne reste biculturelle, au moins à l'état passif, parce qu'elle continue à synthétiser certains traits des 2 cultures. Ce n'est que lorsque ces traits se seront restructurés, et ne reflèteront plus qu'une seule culture, que la personne deviendra totalement monoculturelle. Le deuxième cas concerne la personne qui s'identifie à 2 cultures, mais qui ne participe à la vie que d'une seule et qui ne synthétise pas les traits de ces 2 cultures. Le français dont les grands-parents ont émigré de Pologne il y a 2 générations, par exemple, qui se dit français et polonais alors qu'il peut n'avoir aucun trait de la culture polonaise. Cette situation, de plus en plus fréquente dans un monde occidental à la recherche de ses racines, présente une forme de biculturalisme très marginal qui mérite qu'on s'y intéresse, mais que nous ne pourrons pas aborder ici. 1.3. Identité et biculturalisme. Quel est le biculturel qui ne s'est pas posé la question de savoir qui il était, et à quelle culture il appartenait ? Le dilemme du biculturel est souvent que les membres monoculturels d'une culture donnée ne savent pas, au moins au début, comment le catégoriser. Est-il membre de la culture A, de la culture B ou d'une nouvelle culture ? Car cette catégorisation semble nécessaire pour faciliter l'interaction sociale. Dis-moi qui tu es et je pourrai adapter ou non mon comportement au tien, essayer ou non de te comprendre, t'intégrer ou te rejeter. Pour ce faire, le monoculturel se fonde sur certains traits, tels que le lieu de naissance du biculturel, sa parenté, sa langue, sa nationalité, ses traits physiques, et les préjugés positifs ou négatifs qu'il a envers l'autre groupe culturel. Cela aboutit à une catégorisation du biculturel comme appartenant à mon groupe, ou à l'autre groupe. Et cette catégorisation est malheureusement, le plus souvent absolue. Il est difficile d'admettre en effet qu'une personne n'appartienne que partiellement à un groupe, soit tu es des nôtres, soit tu ne l'es pas, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Les monoculturels respectifs des cultures A et B catégorisent donc souvent le biculturel comme appartenant à A ou à B et le font savoir à la personne en question avec des remarques allant de « nous autres A », incluant ainsi le biculturel dans le groupe « à qu'est-ce que vous autres B » jusqu'au « sale B ». En face de cette double catégorisation, qui est parfois contradictoire, la culture A vous renvoyant dans la culture B et la culture B dans la culture A, le biculturel doit lui-même choisir sa propre appartenance et identité. Il prend en compte la perception des membres des cultures A et B ainsi que d'autres facteurs tels que son attitude vis-à-vis des 2 cultures, son histoire personnelle, son statut social, sa parenté, ses besoins d'identité, son aspect physique, et il opte pour l'une des 4 solutions suivantes. A. S'identifier et appartenir uniquement à la culture A. B. S'identifier et appartenir uniquement à la culture B. C. Rejeter l'une et l'autre culture et s'identifier et n'appartenir à aucune d'elles. Et D. S'identifier et appartenir aux 2 cultures dans une perspective biculturelle. 3 de ces choix, A, B, C, ne reflètent pas la vraie spécificité du biculturel, à savoir qu'il appartient aux 2 cultures, au moins en partie. De plus, ils mènent fréquemment à des déchirements personnels, familiaux et sociaux qui laisseront trop souvent de profondes cicatrices. Et pourtant ces choix sont faits à maintes reprises dans notre monde d'aujourd'hui, monde qui ne sait ou ne peut accepter la différence, la double appartenance, le fait que l'on puisse être à la fois A et B. Cette obligation d'appartenance unique, imposée par les cultures, est assumée et amplifiée par les biculturels eux-mêmes, ce qui conduit nombre d'entre eux à s'intégrer coûte que coûte dans une des 2 cultures, quitte à rejeter l'autre ou parfois les 2, ou à se retrouver exclus de l'une et de l'autre. Le cas des jeunes franco-maghrébins de 2e et de 3e génération est ici significatif. Ils sont souvent rejetés à la fois par la société française qui voit en eux des Nord-Africains et par la société d'Afrique du Nord qui les considère comme des émigrés ou des Français.
Devant ce double rejet, certains optent pour l'une ou l'autre culture et font tout pour s'intégrer à contre-courant, tandis qu'une grande partie d'entre eux se marginalisent, se disant de nulle part, ni d'ici ni d'ailleurs, à cheval entre deux cultures, à la recherche de leur identité. Certains, il est vrai, trouvent une solution à ce problème en s'identifiant à un tout autre réseau, celui de la musique, du théâtre ou du sport par exemple, ou à un réseau plus vaste, tel que le réseau européen méditerranéen, etc. Il est frappant d'ailleurs de relever le nombre de termes négatifs qui caractérisent les biculturels: marginaux, déracinés, hybrides, écartelés, aliénés, ambivalents, sans patrie, expatriés, métissés, caméléons et même traîtres. Ces qualificatifs reflètent bien le phénomène de double exclusion dont souffre souvent le biculturel. Celui-ci ne cesse de se demander si un jour viendra où les monoculturels pourront l'accepter tel qu'il est, et le laisseront assumer son identité propre, celle d'appartenir à la fois à la culture A et à la culture B, certes, à des degrés divers, tout en étant une synthèse des deux et ayant ainsi sa propre spécificité. Une solution pour le biculturel est de se regrouper avec d'autres biculturels comme lui, qui se ressemblent, s'assemblent, et de créer ainsi son propre réseau ou sous-groupe culturel, où il n'est pas déchiré entre deux cultures. Le cas des minorités culturelles aux États-Unis s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Elles demandent que l'on respecte leur spécificité et leur identité propre. Certes, un petit nombre d'entre elles demandent à être rattachées, tout au moins dans l'esprit, à leur culture d'origine. Mais la très grande majorité exige qu'on reconnaisse leur nouvelle identité de synthèse, celle qui est issue du contact de leur culture d'origine et de la culture majoritaire. On entend par exemple de nombreux Mexicains américains dire « Nous sommes à la fois Mexicains et Américains, nous sommes des Chicanos. Nous avons notre propre spécificité et c'est celle-ci qui doit être reconnue. » Devant le refus de nombreuses sociétés d'accepter la double appartenance des biculturels, ceux-ci demanderont la reconnaissance de leur nouvelle culture, faite de la combinaison et de la synthèse de deux cultures. Mais pour les biculturels isolés, qui ne sont ni assez nombreux ni assez mobilisés pour exiger cette reconnaissance, ils devront choisir parmi les 4 voies mentionnées plus haut, dont 3 ne sont que des pis-aller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.